Je suis un père célibataire de 33 ans qui élève seul mon fils de 10 ans. J'ai 2 emplois pour joindre les deux bouts, en semaine dans un entrepôt et le week-end pour livrer des courses. Ce n'est pas glamour, mais cela permet de payer les factures et de mettre de la nourriture sur la table. Mon garçon est tout pour moi. Il est intelligent, gentil et essaie toujours d'agir plus âgé qu'il ne l'est, surtout depuis qu'il voit combien je travaille. Il n'a jamais rien demandé de spécial, mais depuis 1 an, il n'arrête pas de dire à quel point il veut une PlayStation. Il y a 8 mois, j'ai élaboré un plan. J'ai décidé de lui en offrir une pour son anniversaire, pour lui faire une surprise. Cela signifiait serrer encore plus le budget que d'habitude. J'ai arrêté d'acheter du café en allant au travail, j'ai annulé les services de streaming et je me suis dit que j'attendrais pour m'acheter de nouveaux vêtements. Même les freins de ma voiture, qui commençaient à grincer un peu, ont été relégués au second plan. Chaque dollar que je pouvais épargner était mis dans une petite enveloppe que je gardais cachée dans un tiroir sous de vieux papiers d'assurance. Petit à petit, la somme a augmenté. Je n'en ai parlé à personne au début. C'était agréable d'avoir ce but secret qui n'appartenait qu'à moi. Mais il y a environ 2 mois, j'ai craqué. Ma sœur avait appelé et nous parlions de choses et d'autres. J'ai mentionné avec désinvolture que j'économisais pour faire une surprise spéciale à mon fils. Elle a insisté un peu, et j'ai mentionné que c'était une PlayStation. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. C'est ma sœur, après tout. Elle habite à environ 20 minutes avec son fils de 9 ans et ne travaille pas. Elle est entièrement soutenue par ses parents. Ils l'ont toujours gâtée. En grandissant, elle ne pouvait pas faire de mal à leurs yeux. Je n'ai jamais vraiment eu ce genre de soutien. Quand je leur ai dit que j'allais être père, la première chose qu'ils ont dite a été « Comment vas-tu te le permettre ?» Pendant ce temps, ma sœur est félicitée pour être là pour son enfant, même si elle n'a pas eu d'emploi depuis des années et qu'elle le dépose chez nos parents plus souvent qu'autrement. Notre relation est distante depuis des années. Pas hostile, juste froide. Elle fait partie de ces personnes qui ne prennent contact que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose ou qu'elles veulent se vanter. Pourtant, je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait ce qu'elle a fait. J'ai finalement acheté la PlayStation quelques semaines avant l'anniversaire de mon fils, payée en totalité en espèces, toute neuve, encore scellée. Je l'ai rapportée à la maison, je me suis assuré qu'elle fonctionnait, puis je l'ai remise dans sa boîte et l'ai rangée en haut du placard. J'imaginais l'expression sur le visage de mon fils lorsqu'il la déballerait. Il serait si heureux. J'avais économisé pendant si longtemps pour que ce moment arrive. Puis, un jour, ma sœur est passée à l'improviste. Elle a dit qu'elle était dans le coin et qu'elle voulait prendre de mes nouvelles. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois lorsqu'elle a demandé à utiliser les toilettes ou qu'elle a regardé un peu partout chez moi. Elle a posé des questions sur la PlayStation, juste une question désinvolte du genre « Tu l'as toujours ?» Je lui ai dit que je l'avais cachée au cas où mon fils fouinerait. Elle a ri et a dit qu'elle aimerait la voir un jour. J'ai dit peut-être, et nous sommes passés à autre chose. Quelques jours plus tard, j'ai eu une sensation étrange. Mon fils était à l'école, et j'étais à la maison pour un rare après-midi de semaine. J'ai décidé de vérifier le cadeau. La porte du placard avait l'air normale, mais la boîte avait disparu, complètement disparu. J'ai sorti tous les bacs, toutes les boîtes à chaussures, j'ai même regardé sous le lit et dans le panier à linge. Rien. J'ai mis mon appartement sens dessus-dessous. J'ai même vérifié le coffre de la voiture, bien que je savais que je ne l'avais pas sorti. C'est alors que j'ai compris. J'ai appelé ma sœur. Pas de bavardage, juste directement au but. Je lui ai demandé si elle avait été dans mon placard. Elle ne l'a pas nié. Elle a dit qu'elle avait pris la PlayStation sans demander et l'avait donnée à son fils, en supposant que cela ne me dérangerait pas. Comme ça. Selon elle, il avait des difficultés émotionnelles et avait besoin de quelque chose de bien pour lui remonter le moral. Elle pensait que je comprendrais parce que, après tout, il fait partie de la famille, lui aussi. Je n'arrivais même pas à comprendre ce que j'entendais. Je ne lui ai pas donné la permission. Elle n'a pas demandé. Elle a juste décidé que son fils méritait le cadeau pour lequel j'avais économisé pendant des mois. Quand je lui ai rappelé que c'était pour l'anniversaire de mon fils, elle a balayé l'argument, disant que les enfants de cet âge ne se souviennent pas des cadeaux de toute façon, et qu'il était plus important que son garçon ne se sente pas exclu. Pas d'excuse, pas d'offre de la rendre. Elle a agi comme si elle était prévenante en m'informant après coup, alors qu'elle n'avait pas demandé avant.
Je suis resté au milieu de mon appartement pendant un long moment après cela. L'étagère vide du placard était toujours ouverte. Le contour de poussière de la boîte était toujours là. J'avais passé 8 mois à planifier un seul moment pour mon fils. Un moment de surprise et de joie qui était maintenant parti, pris comme s'il ne signifiait rien. Je savais alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'une console de jeux vidéo. Il s'agissait de limites, de respect et de ce que les gens pensent qu'ils ont le droit de prendre juste parce que vous partagez un nom de famille. Le soir même, j'ai quitté le travail plus tôt, je suis allé directement chez ma sœur et je me suis garé de l'autre côté de la rue. La fenêtre de son salon était grande ouverte, les lumières allumées, les stores à moitié baissés. Je pouvais voir son fils assis les jambes croisées sur le tapis, tenant la manette, les yeux rivés sur l'écran de télévision. Elle était là, la PlayStation pour laquelle j'avais économisé pendant 8 mois, déjà installée, déjà traitée comme si elle lui appartenait. Je me suis approché et j'ai sonné à la porte. Elle a ouvert la porte juste assez pour jeter un coup d'œil. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour me disputer. Je voulais juste ce qui était à moi. Elle est sortie et a fermé la porte derrière elle. Elle a dit que son fils était à l'intérieur et qu'il était trop tard. Selon elle, le fait de la reprendre maintenant le briserait émotionnellement, et je détruirais le bonheur d'un enfant. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de la donner, qu'elle n'en avait pas le droit, et que je ne repartirais pas les mains vides. Elle n'a pas bronché, elle a juste dit que je réagissais de manière excessive, s'est retournée et m'a claqué la porte au nez. Je suis resté là pendant 1 minute, puis je me suis dirigé vers la maison de mes parents. Je ne leur en avais même pas encore parlé. Je me suis dit que, à tout le moins, ils seraient au moins d'accord sur le fait que ce qu'elle avait fait était mal. Je me suis trompé sur ce point aussi. Ma mère a semblé confuse au début, puis m'a demandé pourquoi je ne laissais pas simplement les enfants l'utiliser à tour de rôle pendant un certain temps. Mon père a dit que ce n'était qu'un jouet, et que c'était peut-être un signe que je travaillais trop et que je devais me recentrer sur la famille au lieu des choses matérielles. Il a même dit que les garçons n'avaient pas besoin de jeux vidéo. Ils avaient besoin de corvées et de soleil. Je ne suis pas resté longtemps. Je suis parti avant de dire quelque chose que je regretterais. Une fois rentré chez moi, j'ai sorti mon classeur et j'ai trouvé le reçu du magasin d'électronique. J'ai imprimé mes relevés bancaires et des captures d'écran des messages que nous avons échangés lorsque je lui ai parlé de la PlayStation. Chaque preuve que j'avais, je l'ai empilée dans un dossier. Je me suis rendu au poste de police ce soir-là et j'ai déposé une plainte pour vol. L'agent de service a noté les détails, a demandé si j'avais des preuves et a fait des copies de tout. Il a dit qu'ils enverraient quelqu'un chez elle pour lui parler, mais il m'a prévenu d'emblée que, comme il s'agissait d'une affaire de famille, la situation pourrait se compliquer. L'après-midi suivant, 2 agents se sont arrêtés chez elle pour une visite de courtoisie. Dans le cadre du dépôt initial de la plainte, elle leur a dit qu'il s'agissait d'un différend familial privé et qu'elle n'avait rien volé. Elle a juste réaffecté une ressource familiale commune à un enfant dans le besoin. L'un des agents m'a appelé par la suite et m'a expliqué qu'il ne pourrait pas récupérer l'article. Je devrais la poursuivre devant la cour des petites créances si je voulais une résolution formelle. Ils ont enregistré la plainte, mais n'interviendraient pas. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu une série de messages d'elle, de longs paragraphes m'accusant d'essayer de briser la famille à cause d'un jouet. Elle a dit que j'étais égoïste, que je ne comprenais pas ce que son fils traversait et que je la punissais pour avoir eu besoin d'aide. Je n'ai même pas fini de les lire. J'ai bloqué son numéro et son courriel de façon permanente et je n'ai répondu à aucun message transmis par d'autres. Je ne voulais plus entendre un seul mot d'elle. L'anniversaire de mon fils est arrivé 2 jours plus tard. J'ai quand même fait un gâteau, j'ai quand même emballé quelques petites choses que je pouvais me permettre, quelques livres, un jeu de société et quelques bonbons. Il m'a souri et a essayé d'avoir l'air excité, mais je pouvais le voir. L'entrain dans sa démarche n'était pas là. Il ne savait pas ce qu'il était censé recevoir, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Nous avons joué au jeu de société après le dîner, juste nous deux à la table de la cuisine. Il a ri plusieurs fois, a fait quelques blagues, mais ça n'a pas duré. Après qu'il soit allé se coucher, j'ai nettoyé les assiettes, éteint les lumières et me suis assis seul avec la dernière part de gâteau sur une assiette en carton. J'ai regardé l'endroit dans le salon où le cadeau aurait dû attendre, emballé et rayonnant d'impatience. Je savais que je n'avais pas seulement affaire à des biens volés. J'avais affaire à quelqu'un qui croyait pouvoir prendre ce qu'elle voulait et compter sur les liens familiaux pour l'excuser. J'avais travaillé dur,
sacrifier des choses dont j'avais besoin et planifier chaque étape pour que mon fils ait un bon souvenir de son anniversaire. Elle n'a pas seulement pris un jouet. Elle a pris ce moment, et tous ceux qui l'ont défendu me disaient à leur manière que mon fils n'avait pas autant d'importance. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas laisser passer ça. Pas par fierté, pas par vengeance, mais parce qu'un jour mon fils me demanderait pourquoi c'est arrivé. Et j'avais besoin de pouvoir lui dire que je l'avais défendu, que lorsque quelqu'un avait franchi la ligne, je ne m'étais pas contenté de me laisser faire. J'ai agi parce que parfois, la seule façon de protéger quelque chose d'important est de montrer que vous êtes prêt à vous battre pour cela. Le lundi suivant, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les petites créances. J'ai apporté tous les documents que j'avais, les relevés bancaires, le reçu du magasin, les captures d'écran des textes où je mentionnais la PlayStation, et même le numéro du rapport de police. Après avoir tout examiné, l'avocat a confirmé que j'avais un dossier solide. Ce ne serait pas rapide, mais c'était gagnable. Elle m'a donné un dossier avec tous les formulaires que je devrais remplir et m'a expliqué les prochaines étapes. J'ai rempli les documents cette même semaine. La date de l'audience n'avait pas encore été fixée, mais la procédure avait officiellement commencé. J'ai organisé chaque document dans un classeur, une section pour les reçus, une pour la communication, une pour le rapport de police. J'ai même commencé à noter une chronologie des événements afin de ne manquer aucun détail plus tard devant un juge. Quelques jours après avoir déposé la plainte, un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des mois m'a appelé. Il m'a dit que ma sœur avait parlé de la situation lors d'une réunion de famille, en déformant complètement l'histoire. Selon elle, j'avais abandonné les valeurs familiales à cause d'appareils électroniques et j'essayais de l'humilier pour me sentir puissant. Elle ne pouvait plus m'envoyer de messages directement, mais elle a trouvé un moyen de revenir par l'intermédiaire d'autres personnes. Peu de temps après, j'ai commencé à recevoir des messages d'autres parents. Certains m'ont dit de laisser tomber. D'autres m'ont demandé de réfléchir à la façon dont mes actions déchiraient la famille. Quelques-uns m'ont même dit de tenir compte de ce que cela faisait aux enfants. Aucun d'entre eux n'a demandé mon avis. Ils avaient déjà décidé qui ils allaient croire. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste pris des captures d'écran de chaque message et je les ai envoyés à mon avocat. Ensuite, j'ai bloqué chaque expéditeur un par un. Je n'avais aucun intérêt à m'expliquer à des personnes qui ne voyaient que ce qu'elles voulaient voir. Au travail, j'ai pris mon responsable à part et je l'ai informé de l'affaire judiciaire. Il s'est montré plus compréhensif que je ne l'aurais cru. Il a approuvé un horaire flexible si j'avais besoin d'assister à des audiences ou à des rendez-vous juridiques. Ce petit geste a fait une énorme différence, d'autant plus que je travaillais encore le week-end en plus de mes quarts de travail réguliers. Un soir, alors que je remplissais les rayons pendant mon quart de travail de livraison de courses, un collègue a surpris une partie d'un appel téléphonique que j'avais avec mon avocat. Lorsque le rythme s'est ralenti plus tard, il est venu me demander si j'avais encore besoin d'une PlayStation. Il s'est avéré qu'il en avait une plus ancienne qu'il prévoyait de vendre. Elle n'était pas neuve, mais il a dit qu'elle était en bon état et qu'elle était livrée avec une manette qui fonctionnait. J'ai vérifié le modèle et je l'ai testé avant de lui remettre l'argent. Ce n'était pas le cadeau original que j'avais prévu, mais c'était assez proche. Je l'ai rapporté à la maison, je l'ai nettoyé et je l'ai installé sur le téléviseur de notre salon. Quand mon fils est rentré de l'école le lendemain, elle était là qui l'attendait, allumée avec l'écran d'accueil allumé. Il a laissé tomber son sac à dos juste à la porte et a couru vers elle. Son visage s'est illuminé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des semaines. Il a saisi la manette, s'est retourné et a crié que j'étais le meilleur papa du monde. Je n'ai pas expliqué comment ni d'où elle venait. Je l'ai juste laissé vivre ce moment. Il a joué pendant des heures. J'ai fait du maïs soufflé, j'ai éteint les lumières du plafond et j'ai laissé la soirée se dérouler comme elle était censée se dérouler depuis le début, pas d'interruption, pas de drame. Le lendemain, j'ai installé une petite armoire verrouillable dans le placard de ma chambre. J'avais quelques objets qui valaient la peine d'être gardés en sécurité, des documents importants, de l'argent de rechange et maintenant tout ce que j'achetais de nouveau pour mon fils. Je ne voulais pas risquer que quelque chose comme ça se reproduise. Cette armoire est devenue ma tranquillité d'esprit. Même si mon fils avait enfin quelque chose dont il pouvait profiter, je n'ai pas abandonné l'affaire judiciaire. Il ne s'agissait pas de garder rancune. Il s'agissait de limites. Ma sœur a franchi une ligne et a agi comme si cela n'avait pas d'importance parce que nous étions liés.
Je voulais qu'elle voie que ce n'est pas parce que quelqu'un est de la famille que cela lui donne un laissez-passer gratuit. Alors que la pression pour abandonner l'affaire se faisait de plus en plus forte, je l'ai ignorée. Je n'ai répondu à personne qui essayait de me culpabiliser pour me faire taire. Je ne me suis engagé dans aucune discussion. Je suis resté sur la bonne voie. Le vol est un vol. Qu'il se produise au travail, dans un magasin ou au sein de votre propre famille, il y a une grande différence entre laisser tomber les choses et laisser les gens s'en tirer. J'ai pris ma décision. Je n'allais pas reculer. L'avis du tribunal est arrivé par la poste avec la date clairement indiquée. Dans 3 semaines, l'audience des petites créances était officiellement prévue. J'ai dégagé de l'espace sur la table de la salle à manger et j'ai tout étalé en pile. Le classeur que je tenais à jour avait maintenant des séparateurs pour les reçus, les captures d'écran, le rapport de police et une chronologie des événements depuis le jour où j'ai parlé pour la première fois de la PlayStation à ma sœur jusqu'au jour où j'ai déposé la plainte. En organisant, je me suis souvenu que ma voisine avait vu ma sœur à l'extérieur de chez moi le jour où la console a disparu. Je suis allé la voir et je lui ai expliqué ce qui se passait, en lui demandant si elle se souvenait de quelque chose de précis. Elle s'est souvenue avoir vu la voiture de ma sœur garée près du trottoir cet après-midi-là et a remarqué qu'elle portait une boîte de taille moyenne lorsqu'elle est partie. Elle a proposé de rédiger une déclaration signée pour le tribunal. Je l'ai récupérée 2 jours plus tard et je l'ai ajoutée au dossier. Plus tard cette semaine-là, mon avocat m'a transmis un message inattendu. Une ancienne collègue de ma sœur avait pris contact après qu'un membre de la famille commun ait mentionné l'affaire lors d'une réunion. Elle a affirmé que lorsqu'elles travaillaient ensemble, ma sœur avait emporté du matériel de bureau et du matériel technique chez elle sans les rendre. Bien que cette information ne soit pas directement liée à mon cas, mon avocat a dit qu'elle pouvait montrer un schéma de comportement. Nous avons gardé les détails limités, nous en tenant à ce qui était pertinent tout en brossant un tableau clair. Ce vendredi-là, j'ai appris par l'intermédiaire d'un autre parent que mes parents avaient organisé un dîner la veille. Je n'avais pas été invité. Apparemment, tout s'est transformé en une séance de défense pour ma sœur. L'histoire qui circulait maintenant était que j'avais réagi de manière excessive à un petit malentendu et que je causais une division pour affirmer mon contrôle. Un cousin a dit que pendant le dîner, l'expression « il a toujours été difficile » a été répétée plus d'une fois par plusieurs parents. Tout le monde n'y a pas cru. Une tante m'a appelé en privé. Elle n'était pas d'accord avec la façon dont j'étais traité et a dit que ce n'était pas la première fois que ma sœur s'en tirait à bon compte, tandis que d'autres étaient invités à laisser tomber. Elle a proposé de témoigner si nécessaire, mais je lui ai dit que le simple fait de savoir qu'elle voyait la vérité suffisait. Je ne voulais entraîner personne d'autre dans cette affaire, sauf si c'était absolument nécessaire. La date de l'audience approchait, et je voulais que mon fils soit loin du stress. Un de mes amis avait prévu un petit voyage de camping en famille pour le week-end et a proposé d'emmener mon fils avec lui. J'ai fait son sac, j'ai tout vérifié et je l'ai déposé vendredi après-midi. Il était excité d'y aller, d'autant plus que leur plus jeune enfant avait son âge, et ils s'entendaient bien. Le soir même, après être rentré du travail, je suis sorti sur le parking et j'ai remarqué quelque chose d'anormal sur la voiture. Le mot traître était rayé sur la peinture de la portière du conducteur. Ce n'était pas profond, mais c'était visible. Je suis resté là pendant un moment, puis je suis allé directement au poste de police local pour le signaler. Je n'ai accusé personne directement, j'ai juste expliqué le contexte, il y avait une affaire judiciaire, elle impliquait la famille, et les tensions étaient vives. L'agent a enregistré le rapport et m'a suggéré d'envisager un système de caméras de sécurité. Cela n'annulerait pas les dommages, mais cela pourrait empêcher que quelque chose de pire ne se produise. J'ai passé une partie de la journée de samedi à faire des recherches sur les systèmes de surveillance à domicile. À la fin de la journée, j'avais installé un kit de base à 2 caméras, une face à la porte d'entrée et une pointée vers l'allée. Ce n'était pas sophistiqué, mais il y avait des alertes de mouvement et il sauvegardait les images en ligne. J'ai également acheté un bac de rangement verrouillable pour le coffre de ma voiture et je me suis assuré que la caméra de tableau de bord fonctionnait correctement. Le reste du week-end, je suis resté chez moi. J'ai nettoyé l'appartement, fini d'organiser le classeur du tribunal et imprimé 2 copies supplémentaires au cas où. J'ai préparé ma chemise et mon pantalon pour l'audience, j'ai testé mon réveil 3 fois et j'ai répété mon résumé d'ouverture jusqu'à ce qu'il sonne naturellement. Pas de drame, pas de cris, juste des faits. Une personne a volé quelque chose. Cette personne a refusé de le rendre. La loi existait pour une raison.
Je n'entrais pas dans cette salle d'audience en colère. J'y entrais prêt. Le jour de l'audience, je suis arrivé au palais de justice 30 minutes à l'avance. Je portais la même chemise que j'avais mise de côté pendant la préparation, je tenais mon classeur dans une main et une copie de sauvegarde de tout dans l'autre. Je me suis enregistré auprès du greffier, j'ai attendu devant la petite salle d'audience et j'ai relu la chronologie une dernière fois. 10 minutes après l'heure prévue, ma sœur est entrée. Pas d'excuses, pas d'urgence. Elle s'est assise de l'autre côté de l'allée comme si elle avait été dérangée. Lorsque notre affaire a été appelée, nous nous sommes tous les deux avancés. J'ai posé mon classeur sur la table comme on me l'avait demandé et j'ai remis les documents que le juge voulait voir. Elle nous a donné à tous les deux quelques minutes pour résumer notre version. Ma sœur a essayé de faire passer cela pour un malentendu, que c'était juste une situation familiale exagérée. Elle a dit qu'elle pensait que c'était un cadeau partagé et qu'elle ne voulait pas causer de problème. Le juge lui a demandé si elle avait des preuves, des messages, des reçus, quoi que ce soit. Elle a dit qu'elle n'avait rien apporté. J'ai transmis la déclaration signée de ma voisine, confirmant qu'elle avait vu ma sœur à mon appartement le jour où la PlayStation a disparu. Le juge l'a lu attentivement. Elle a parcouru les relevés bancaires, les reçus et les messages où j'indiquais clairement que la console était pour l'anniversaire de mon fils. Les faits étaient alignés, horodatés et dans l'ordre. Cela n'a pas pris longtemps. Le juge a statué en ma faveur et a ordonné que ma sœur me rende la PlayStation en parfait état de marche dans les 10 jours ouvrables ou me paie le coût total, y compris les frais de justice. Ma sœur n'a pas dit un mot. Elle a pris son sac à main et a quitté la salle d'audience en silence. Son expression était tendue, mais elle n'a pas argumenté. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe par la poste. À l'intérieur se trouvait un chèque de sa part. Il était incomplet, de $20 de moins que le montant ordonné par le juge. Je ne l'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de message. J'ai juste averti le tribunal. Ils l'ont enregistré comme un paiement incomplet et ont envoyé un avis officiel de non-conformité à son dossier. Peu de temps après, j'ai entendu la sonnette. Un cousin commun se tenait là avec une boîte dans ses mains. Il n'a rien dit, il l'a juste remise et s'est éloigné. C'était la PlayStation, celle d'origine que j'avais achetée, rayée, couverte d'empreintes digitales. On aurait dit qu'elle avait été traînée pendant des semaines d'utilisation intensive et à peine nettoyée avant d'être jetée à ma porte. J'ai ouvert le couvercle et je l'ai vérifié. La console s'est allumée, mais je ne l'ai même pas branchée sur le téléviseur. Le lendemain matin, je l'ai conduite à un refuge local pour enfants et je l'ai donnée. L'enfant de quelqu'un d'autre pourrait ne pas se soucier de l'usure. L'enfant de quelqu'un d'autre pourrait simplement être heureux de la voir. Plus tard cette semaine-là, mon fils est rentré à la maison plus silencieux que d'habitude. J'ai demandé comment s'était passée l'école, et il a dit que certains enfants avaient commencé à faire des commentaires. Il s'avère que son cousin, celui dont la mère a pris la PlayStation, avait dit à ses camarades de classe que j'avais traîné la famille au tribunal pour un simple malentendu. Quelques autres le répétaient, riaient dans les couloirs et lançaient des piques pendant le déjeuner. Ce soir-là, je me suis assis avec lui à la table de la cuisine. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé clairement et simplement. Je n'ai pas mentionné ma sœur par son nom et je n'ai mal parlé de personne. Je lui ai dit que quelqu'un nous avait pris quelque chose et que nous avions suivi le bon chemin pour le récupérer. Pas pour leur faire du mal, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Je lui ai dit que défendre ses droits n'est pas toujours populaire, mais c'est nécessaire. J'ai demandé son téléphone et j'ai bloqué le numéro de son cousin. Je ne voulais plus de messages, d'appels ou d'intimidations indirectes en provenance de cette maison. J'ai pris note de vérifier auprès de ses professeurs lors de la prochaine réunion de parents. La partie judiciaire étant enfin terminée et la console rendue en non seulement, j'ai recentré mon attention sur la routine de mon fils. Nous avons établi un programme simple après l'école avec du temps d'écran, des devoirs et du temps au parc. Je l'ai inscrit à un club de jeux local le week-end afin qu'il puisse rencontrer des enfants en dehors de son école. Le drame de la PlayStation avait suivi son cours, mais la leçon qu'il laissait derrière lui était toujours importante. À partir de maintenant, nous protégions notre espace, notre paix et notre temps ensemble. Peu importe qui essayait de franchir la ligne à nouveau, après que le tribunal ait envoyé un avis de suivi pour les $20 manquants, j'ai reçu le montant total en une semaine. Je l'ai utilisé pour améliorer l'installation de jeux de mon fils. Il parlait d'un casque sans fil spécifique et de quelques jeux auxquels ses amis jouaient en ligne,
alors j'ai pris ça avec une nouvelle manette. Au moment où il est rentré de l'école, tout était déjà connecté et en charge. Quand il a franchi la porte et a vu l'installation, il s'est juste figé. Puis il a laissé tomber son sac et a sauté directement sur le canapé. Il a passé des heures ce soir-là à explorer les nouveaux jeux, à tester le casque et à tout me montrer. J'ai joué quelques parties avec lui maladroitement, mais il a ri tout le temps. Cette console n'était plus seulement quelque chose avec quoi jouer. Elle était devenue quelque chose que nous avions gagné ensemble, et elle est restée entre nous. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro de mes parents s'est affiché. J'ai répondu. Ils avaient entendu parler de la décision et n'étaient pas contents. Ils ont dit que j'étais allé trop loin, que j'avais embarrassé la famille et que j'aurais dû gérer ça discrètement. Je leur ai dit que je n'allais pas me défendre. Pas encore. Quand ils ont commencé à parler des intentions de ma sœur, j'ai raccroché. Environ une semaine après cela, une enveloppe est arrivée d'un cabinet d'avocat local. À l'intérieur se trouvait une lettre de cessation et d'abstention m'accusant de calomnier ma sœur. Elle était pleine de termes vagues affirmant que j'avais raconté des histoires dommageables sur elle à plusieurs personnes. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai transmis la lettre à mon propre avocat, qui a envoyé une réponse formelle demandant des preuves et des éclaircissements. Rien n'est venu. 3 jours plus tard, j'ai reçu un court courriel de mon avocat disant que l'autre partie s'était retirée. L'avocat de la sœur avait mis fin à sa représentation, invoquant une incapacité à communiquer avec son client. Ce chapitre s'est clos sans beaucoup d'aide de ma part. Le week-end suivant, j'ai reçu un message d'un autre cousin m'invitant, mon fils et moi, à une fête d'anniversaire d'enfants dans un parc voisin. J'ai vérifié la liste des invités et j'ai vu le nom de ma sœur inclus. J'ai répondu par un refus poli. Je n'ai pas expliqué pourquoi, je n'ai pas mentionné le tribunal, je n'en ai pas fait une scène, j'ai juste dit que nous ne pourrions pas venir, et j'en suis resté là. Ce soir-là pendant le dîner, mon fils a soulevé quelque chose qu'il avait entendu à l'école. Un des cousins avait dit à leur camarade de classe qu'il méritait davantage la PlayStation parce qu'il n'en avait pas. Mon fils n'a pas posé de questions. Il l'a juste répété comme si ça n'avait pas d'importance. Je lui ai dit que les gens disent parfois des choses sans connaître toute l'histoire, et que ça ne vaut pas la peine de donner du pouvoir à ces mots. Au cours de la semaine suivante, j'ai parcouru ses contacts et j'ai commencé à nettoyer. J'ai supprimé les numéros de la famille élargie qui avaient été impliqués dans la situation, soit en répandant des rumeurs, soit en faisant valoir leur propre version des événements. Mon objectif n'était pas de l'isoler, juste de garder son espace calme. Il n'a pas argumenté, il a juste hoché la tête et est passé à autre chose. Un soir, alors que je sortais les poubelles, j'ai remarqué quelqu'un qui se tenait de l'autre côté de la rue, près de l'extrémité de l'immeuble. Il ne faisait rien, il se tenait juste la face à l'immeuble. Quand ils m'ont remarqué, ils sont partis sans dire un mot. Je ne les ai pas reconnus de l'immeuble ou du quartier. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier et j'ai fait remplacer les serrures de la porte d'entrée et du balcon. Cela a coûté plus que ce que je voulais dépenser cette semaine-là, mais cela valait la tranquillité d'esprit. J'ai également déplacé la caméra intérieure pour qu'elle fasse face au couloir au cas où quelque chose d'autre se produirait près de la porte. Avec tout ça dans le rétroviseur, j'ai arrêté de m'expliquer. Je n'ai pas répondu aux pics subtils des parents éloignés. Je n'ai pas pris d'appel à moins de savoir qu'ils provenaient de numéros de confiance. Mon attention s'est complètement tournée vers ma propre maison, mon fils, mon travail, notre espace. Si quelqu'un voulait rester dans nos vies, il devrait apporter la paix avec lui. Pas de culpabilité, pas de drame, pas d'histoire. Nous avons passé le week-end suivant à construire des étagères ensemble. Il a peint ses propres étiquettes pour les jeux, et nous avons ajouté des crochets muraux pour les manettes. Il ne s'agissait plus seulement de la PlayStation. Il s'agissait d'avoir un foyer où les décisions de personne d'autre ne pourraient plus nous enlever quelque chose. Au milieu de la semaine scolaire, j'ai reçu un appel du bureau du directeur adjoint. Il y avait eu un incident impliquant mon fils pendant le déjeuner. Un groupe d'élèves l'avait entouré à la cafétéria, se moquant de lui avec des phrases comme « Ton père poursuit les gens en justice pour des jouets, et la famille ne signifie rien pour les mouchards. » Un des enfants impliqués était le fils de ma sœur. Je suis allé le chercher cet après-midi-là. Sur le chemin du retour, il a admis que ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Pendant des semaines, il y avait eu de petites piques, des commentaires de camarades de classe et des chuchotements dans son dos.
Il a essayé de hausser les épaules, mais maintenant ça se répandait. De plus en plus d'enfants se joignaient à la fête. Il devenait de plus en plus difficile de l'éviter. Le lendemain matin, j'ai rencontré les administrateurs de l'école. J'ai tout expliqué, l'affaire judiciaire, les retombées et le rôle que certains enfants jouaient. Je n'ai pas nommé les membres de la famille, j'ai juste donné le contexte à l'école. Ils ont examiné leur propre registre d'incidents et ont confirmé que plusieurs plaintes avaient été déposées concernant des taquineries verbales. Ils ont promis de surveiller les choses de plus près et de s'assurer que le personnel était plus présent pendant les périodes non structurées comme la récréation et le déjeuner. Même avec ça en place, mon fils est devenu hésitant à aller à l'école. Il traînait les pieds le matin, prenait plus de temps à se préparer et demandait plus souvent s'il pouvait rester à la maison juste pour aujourd'hui. J'ai programmé une rencontre avec le conseiller scolaire et j'ai demandé des séances hebdomadaires. Ils ont accepté de l'aider à traiter les choses et à travailler à reconstruire sa confiance pour lui donner plus de soutien en dehors de la salle de classe. J'ai commencé à chercher des clubs après l'école. J'ai trouvé un petit groupe de robotique et un cours d'art le week-end qui se tenait au centre communautaire local. Il a aimé les deux idées. Je l'ai inscrit aux deux et j'ai réorganisé mon quart de livraison pour pouvoir gérer le ramassage sans stress. Cette même semaine, un cousin dont je n'avais pas entendu parler depuis le cafouillage de l'affaire judiciaire m'a envoyé un message. Il a commencé par des excuses, a dit qu'il n'avait pas réalisé toute l'histoire à l'époque et a regretté d'avoir pris le parti de ma sœur. Il a dit que les choses ne lui semblaient plus correctes et a voulu partager quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi la tension familiale ne cessait de s'intensifier. Il m'a envoyé une série de captures d'écran d'une conversation de groupe familial privé dont je n'avais jamais fait partie. Dans les messages, ma sœur me traitait de toxique, affirmait que j'étais obsédé par la vengeance et disait que j'avais manipulé le système judiciaire pour la faire paraître mal. Elle a dit à tout le monde que j'avais ruiné la santé mentale de son fils et que j'étais dangereux de fréquenter. Quelques personnes dans la conversation étaient d'accord avec elle, tandis que d'autres restaient silencieuses. Je n'ai pas répondu au message du cousin. Je l'ai juste remercié pour les captures d'écran et j'en suis resté là. Puis j'ai ouvert la conversation de famille élargie dont je faisais partie et j'ai quitté le groupe tranquillement. Pas de message, pas de drame, juste disparu. J'ai supprimé la liste de contacts qui y étaient connectés et j'ai bloqué quelques numéros pendant que j'y étais. Le jour suivant, quand mon fils est rentré de l'école et a déballé son sac, il a trouvé une petite note pliée coincée entre ses livres. Sur celle-ci, dans une écriture inégale, quelqu'un avait écrit « Ton père vole sa propre famille ». Il me l'a montré sans dire un mot. J'ai appelé l'école et je leur ai demandé de s'occuper de la manipulation des effets personnels. Ils ont accepté de parler au personnel et d'examiner les images des caméras près des casiers. Je n'ai pas porté plainte ni demandé de suspension. Je voulais juste qu'il soit noté que les choses empiraient, pas s'amélioraient. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai commencé à chercher des écoles primaires dans les quartiers voisins. J'ai filtré pour des classes de plus petite taille, de meilleurs services de soutien aux élèves et des scores de satisfaction plus élevés. J'ai appelé quelques bureaux le lendemain matin pour me renseigner sur les fenêtres d'inscription et les exigences de transfert. Quelques-uns avaient des ouvertures pour les transitions de mi-semestre. Il était clair que l'intimidation n'allait pas disparaître juste parce que les adultes surveillaient. Les dégâts se répandaient au-delà des mots. Ils s'insinuaient dans la façon dont mon fils voyait l'école, dont il voyait les amitiés et dont il traversait chaque jour. Réparer ça n'arriverait pas au même endroit où ça avait été autorisé à commencer. J'ai mis en signer 2 écoles avec de solides réputations et j'ai commencé à examiner les limites de leur district. Si ça impliquait de déménager, je le ferais arriver. Peu importe ce qu'il fallait pour le ramener à un endroit où il n'avait pas à regarder par-dessus son épaule juste pour passer à travers une période de déjeuner. J'ai commencé la recherche de logement le même jour où j'ai confirmé qu'il y avait 2 bonnes écoles avec des places disponibles. Je me suis concentré sur les districts plus tranquilles avec de meilleurs ratios enseignants-élèves et de solides évaluations de parents. Après avoir dressé une liste, j'ai appelé un agent immobilier qui travaillait dans le quartier et j'ai mis en place 3 visites pour le week-end. La plupart des unités étaient modestes, mais je n'avais besoin de rien d'extravagant, juste sûr, propre et près de l'école. Mon employeur avait déjà approuvé un horaire à distance partielle après que j'ai expliqué que je pourrais déménager pour le bien-être de mon fils. Tant que je maintenais les heures et que je répondais rapidement, il se fichait d'où je travaillais. Cette flexibilité a ouvert plus d'options. Je pouvais maintenant regarder un peu plus loin,
où les quartiers étaient plus calmes et les prix des loyers n'étaient pas gonflés par le district scolaire. À la 3e visite, j'ai trouvé un petit appartement de 2 chambres au 2e étage d'un immeuble calme en face d'un parc. L'école était à 5 minutes. Il y avait une piscine communautaire, une bibliothèque à distance de marche, et le quartier avait un trafic minimal. J'ai rempli la demande, envoyé les papiers et j'ai été approuvé en 3 jours. Après avoir obtenu la date d'emménagement, je me suis assis avec mon fils pour tout lui expliquer. Je lui ai montré des photos de l'école, du parquet de la pièce qui serait la sienne. Il n'a pas hésité. Il a dit qu'il voulait y aller. Il était prêt à quitter les insultes, les chuchotements et tout ce qui venait avec. Nous avons commencé à emballer ce week-end-là. Nous sommes allés pièce par pièce, ne prenant que ce dont nous avions besoin et laissant tomber tout ce qui était lié au stress ou aux disputes. De vieilles notes, des documents d'école, des jouets cassés. Nous les avons jetés. En vidant une boîte de rangement dans le placard du couloir, j'ai trouvé un morceau de papier de construction plié d'il y a des années. Un dessin de nous deux jouant à des jeux vidéo ensemble, fait au crayon de couleur. Ça m'a rappelé ce dont tout cela avait été question depuis le début. J'ai donné notre nouvelle adresse à seulement 2 personnes, un ami proche et mon patron. C'est tout. Pas de famille élargie, pas de cousins, pas de connaissances mutuelles. Je ne voulais pas que ma sœur ou quiconque lié à elle nous trouve ou se présente sans invitation. La nuit avant le déménagement, vers 10 heures, j'ai entendu cogner à la porte d'entrée. J'ai vérifié le Judas. Ma sœur était dehors en train de faire les 100 pas et de crier assez fort pour attirer l'attention des voisins à proximité. Elle ne tenait rien, elle criait juste à la porte, exigeant que je sorte et que je parle. Je n'ai pas répondu. Je me suis tenu en haut derrière le rideau de la fenêtre et j'ai regardé pendant qu'elle levait finalement les yeux, voyait la caméra de sécurité et partait. J'ai sauvegardé les images et je les ai téléchargées vers le stockage en nuage, puis j'ai déposé un rapport de police non urgent en ligne pour documenter la visite. Je n'ai pas porté plainte, je l'ai juste ajouté à la liste croissante d'incidents au cas où quelque chose d'autre se produirait. Nous sommes partis avant le lever du soleil. J'ai chargé la dernière boîte dans le coffre, j'ai fermé la porte une dernière fois et j'ai déposé les clés dans la boîte de retour. Le trajet vers le nouvel endroit a été silencieux. Quand nous sommes arrivés sur le terrain, mon fils s'est penché en avant sur son siège et a regardé par la fenêtre l'immeuble. L'appartement était encore vide quand nous sommes arrivés, mais propre. L'air sentait la peinture fraîche. Nous avons déchargé lentement, en commençant par ses affaires en premier. Il a choisi où son lit irait, a déballé sa console de jeux et ses affiches, et m'a aidé à remplir la cuisine de produits d'épicerie. Pas de coups forts, pas de messages soudains, juste du calme. Son premier jour à la nouvelle école est arrivé 2 jours plus tard. Il a mis ses baskets préférées, a préparé son propre déjeuner et n'a pas regardé en arrière quand je l'ai déposé. Quand je suis allé le chercher dans l'après-midi, il est monté dans la voiture en souriant. Il a dit que personne ne le regardait. Personne n'a posé de questions bizarres. Personne ne connaissait même son nom jusqu'à ce que le professeur fasse l'appel. Ce soir-là, on a frappé à notre nouvelle porte. C'était un enfant du quartier qui tenait une manette. Il a demandé si mon fils voulait jouer. Ils ont passé les 3 heures suivantes à jouer, à échanger des conseils et à crier à travers le salon comme s'ils se connaissaient depuis des mois. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, l'endroit ressemblait à un foyer au lieu d'un champ de bataille. Pas de chaos qui attend de l'autre côté de la porte. Pas de commentaires qui traînent dans un couloir, juste la paix, enfin assez large pour que nous puissions respirer tous les deux. Quelques semaines après que nous nous soyons installés dans le nouvel appartement, une lettre est apparue dans la boîte aux lettres. Elle avait été transférée de notre ancienne adresse. L'écriture sur l'enveloppe était familière. À l'intérieur se trouvait une courte note de mes parents. Ils m'ont demandé de mettre fin au silence, d'être la personne la plus grande et de revenir à la famille pour le bien de la paix. Ils ont écrit que les familles ne restent pas divisées éternellement et ont espéré que je verrais éventuellement que personne n'est parfait. Je l'ai lu une fois et je l'ai mise dans un tiroir. Le message était le même que toujours. Ignorez les dégâts. Passez à autre chose tranquillement. Gardez la paix à tout prix. Mais la paix construite sur la culpabilité n'était pas du tout la paix. Je n'ai pas répondu. Ce week-end-là, mon fils et moi avons construit un coin de jeu dans le salon. Nous avons déplacé le meuble de télévision dans un coin, nous avons ajouté 2 poufs, nous avons fixé quelques étagères murales pour les jeux,
et nous avons fait un panneau fait à la main avec du papier de construction qui disait « Notre espace ». Nous l'avons accroché au-dessus de l'écran avec des punaises. L'installation était simple, mais elle était entièrement à nous. L'après-midi suivant, 2 de ses nouveaux amis sont venus. Ils ont laissé tomber leur sac à dos dans le couloir, ont enlevé leurs chaussures et ont sauté directement dans un jeu multijoueur. Mon fils a tellement ri à un moment donné qu'il a laissé tomber sa manette. Pas de regard de côté, pas de questions maladroites, juste des enfants qui sont des enfants. Plus tard cette semaine-là, un voisin a frappé à notre porte et nous a invités à un barbecue de quartier. J'ai apporté des boissons en bouteille et j'ai aidé à installer des chaises. La cour arrière avait des guirlandes lumineuses, un grill qui tournait à plein régime et des tables pliantes couvertes de nourriture. Nous avons rencontré un duo père et fils qui aimait aussi jouer. Pendant que les enfants jouaient dans l'herbe, les adultes ont échangé des histoires et échangé des numéros. Des plans ont été faits pour de futures soirées de jeu. Pour la première fois depuis longtemps, nous nous sommes sentis à nouveau faire partie de quelque chose. Puis une autre lettre est arrivée, cette fois du palais de justice. C'était un avis final indiquant que ma sœur n'avait jamais payé les $20 restants du jugement initial. Elle est restée sur mon bureau pendant une journée complète avant que j'appelle mon avocat. Je lui ai dit de laisser tomber. Rouvrir tout juste pour courir après $20 ne valait pas le temps, l'énergie ou le risque de donner à quiconque une excuse pour relancer le drame. Avec ça, l'affaire était officiellement close. J'ai passé la soirée à parcourir mon ordinateur portable et mon téléphone, à supprimer tout ce qui était lié à cette épreuve. Des captures d'écran, des messages vocaux, des courriels, même les documents judiciaires numérisés. J'ai vidé la corbeille et je me suis déconnecté du compte de sauvegarde que j'utilisais pour l'épreuve. Plus de signets, plus de fils de discussion sauvegardés, juste disparus. Quand le prochain anniversaire de mon fils est arrivé, j'ai gardé ça simple. J'ai pris un jeu nouvellement sorti dont il parlait et je l'ai glissé dans un petit sac cadeau. À côté, j'ai placé une note manuscrite. Rien d'extravagant, juste quelques mots sur à quel point j'étais fier de lui et de tout le chemin que nous avions parcouru ensemble. Il l'a ouvert après le dîner. Il a souri, a hoché la tête et a dit « C'est parfait. Il n'y a que nous maintenant ». Ce soir-là, après qu'il se soit endormi avec le jeu encore en pause, je me suis assis avec mon ordinateur portable et j'ai mis à jour mon testament. J'ai examiné chaque section, je me suis assuré que mes documents de garde étaient à jour et j'ai ajouté des instructions explicites sur la tutelle au cas où quelque chose m'arriverait. Les personnes qui nous ont causé du tort n'auraient jamais leur mot à dire dans l'avenir de mon fils. Une fois que c'était fait, j'ai sauvegardé le fichier, j'ai fermé le dossier et je l'ai sauvegardé dans un lecteur sécurisé. Mais plus que ça, j'ai clos le chapitre émotionnellement. Je n'allais pas porter l'amertume plus loin. Il n'y aurait pas d'autres confrontations, pas d'autres appels téléphoniques, pas d'autres moments passés à défendre ce qui aurait dû être évident depuis le début. Cette histoire ne s'est pas terminée par une réunion de famille. Elle ne s'est pas terminée par une vengeance. Elle s'est terminée par le silence. Le bon genre. Celui qui vient quand les cris s'estompent, que les portes restent fermées et que la route à suivre est assez calme pour marcher sans regarder en arrière. Personne n'a gagné. Mais nous avons trouvé quelque chose de mieux, une réinitialisation, un espace à nous et une chance de construire quelque chose de nouveau selon nos conditions.